Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin, il y a plein de choses auxquelles je voudrais vous parler, mais il se trouve qu'on m'a remis sous le nez ce matin une citation de Jean-Pierre Pernaut dans un de ses journaux sur la une, où il opposait les migrants, où il opposait les sans-abri aux migrants. Il disait, voilà, il n'y a plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Alors déjà, si les centres pour migrants ouvraient partout en France, je pense qu'on le saurait. Je ne pense pas que ce soit si vrai que ça. C'est vrai qu'il y a des villes qui sont suffisamment courageuses enfin, il y a des maires qui sont suffisamment courageux pour dire, nous, après tout, on veut bien en accueillir et on ouvre des centres. C'est vrai. Je veux juste expliquer une chose, c'est que euh, pour moi, comment dire, quelquefois il y a une forme de ressenti et le ressenti va avoir pour conséquence qu'une certaine idéologie voit le jour. Hein. Par exemple, moi je peux comprendre, les gens qui vont faire des boules, je peux comprendre que des gens soient racistes quand, par exemple, ils ont été confrontés à des gens qui sont immigrés et qu'ils ont eu de vrais problèmes avec eux, quelle que soit la nature, et puis donc ils en déduisent un certain nombre de choses. Je ne suis pas d'accord. Je condamne le racisme, évidemment, mais je condamne surtout, et ce qui est puni par la loi, le fait de promouvoir le racisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, déjà, bon, là sur ce point, déjà, il y a débat, mais bon, on va glisser là-dessus. Mais là, ce qui se passe, ce qu'a fait Jean-Pierre Pernaut avec cette déclaration-là, c'est qu'il a fait les choses complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'il est raciste à la base, et pour justifier son racisme, il invente et il caricature complètement une situation. Parce que dans la réalité, les gens qui cautionnent cette théorie-là, qui prétendraient que c'est injustifié d'accorder plus d'importance aux migrants qu'aux sans-abri. C'est ce que j'appelle la mauvaise foi, mais alors dans une démonstration rarement atteinte quand même. Parce que dans la réalité, les gens qui cautionnent cette position-là, s'il n'y avait pas de migrants, les sans-abri, ils en ont rien à foutre. Vous m'entendez bien? Non mais vraiment, quoi. Parce que comment dire, le sentiment de compassion et d'empathie, il existe ou il n'existe pas. Mais quand il existe, il ne s'occupe pas de la couleur de peau, il ne s'occupe pas de la couleur il s'occupe pas de la culture. Je veux dire, on n'est pas le sentiment d'empathie et de compassion, il ne peut absolument pas s'accommoder, à mon avis, d'une préférence pour telle culture ou pour telle autre. Pour moi, ça tient pas la route. J'y crois pas. Personnellement, j'y crois absolument pas. Je veux dire, soit on est sensible au fait que quelqu'un souffre, soit on ne l'est pas. Enfin, je sais pas, imaginez vous marchez dans la rue. Vous avez quelqu'un qui marche devant vous, d'un seul coup s'effondre. Vous dites, merde, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est les réflexes qui jouent, bien évidemment, ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est les réflexes qui jouent. Est-ce que vous allez commencer par regarder la couleur de sa peau? Est-ce que vous allez regarder, selon la façon dont il est habillé, s'il fait partie de la même classe sociale que vous? Est-ce que vous allez vous dire, selon la vitesse du vent, selon la catégorie à laquelle il appartient, est-ce que je suis sensible ou pas? Est-ce que je donne un coup de main ou pas? Est-ce que ça me touche ou pas? Non, je veux dire, on est dans le réflexe, et c'est là qu'on voit effectivement si on a affaire à quelqu'un qui est vraiment raciste ou qui ne l'est pas. Enfin, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre comment on peut comment dire, mêler le sentiment de compassion avec une forme de hiérarchie sur le fait que ce soit prioritaire ou pas. Alors déjà, les sans-abri, on y est sensible ou on n'y est pas, et les migrants, on y est sensible ou on n'y est pas, mais je suis quasiment certaine, il y a peut-être des exceptions, hein, peut-être que je suis dans l'erreur, c'est possible, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut prétendre ressentir de la compassion en admettant que parallèlement, on accorde de l'importance à une forme de hiérarchisation, en fait, de la personne en question. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que les gens qui cautionnent ce type de propos, il n'y aurait pas de migrants, les sans-abri, ils en ont rien à foutre.
Ça, c'est clair. Alors, par contre, je sais plus dessous, il y a quelqu'un qui a parlé de français de souche. Et moi, c'est une expression que j'aime pas, c'est vrai. Mais malheureusement, on est bien obligé un peu quelquefois d'y faire référence. Parce que moi, il se trouve que je suis ce qu'on appelle justement une Française de souche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Française de souche? Une Française de souche, c'est quelqu'un qui, aux yeux de certains, je dirais, je vais parler au conditionnel parce que c'est ridicule autrement, qui pourrait éventuellement s'enorgueillir ou être fier du fait de ne pas avoir de sang d'immigrés depuis je ne sais combien de générations. Alors déjà, c'est très comique parce qu'il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été mariée à un homme qui était 50% polonais. Ce qui fait que j'ai fait 3 filles avec lui et que mes filles ont un quart de sang polonais. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Hein. Je pense à mes 3 filles quand elles vont voir cette vidéo. On peut pas faire autrement que de rire devant une telle connerie, quoi. C'est consternant, quoi. Le racisme est consternant. Le racisme est consternant. Un jour, je vais vous raconter un truc. Un jour, j'ai entendu une histoire qui était arrivée à quelqu'un de profondément raciste. Il se trouve qu'il transportait du gaz dans des dans des très grosses citernes. Puis je sais pas, il a fait une connerie au niveau de la manutention. Il a ouvert une vanne, je sais pas quoi exactement, et le gaz donc s'échappait de la citerne. Et lui a pris ça en pleine gueule et donc il est tombé raide par terre, quoi. Le hasard, heureux hasard, a fait que justement le mec qui passait à proximité, qui l'a vu, était un Algérien. Alors que lui était profondément raciste. Alors comme quoi on peut être raciste et comment dire, atteindre des sommets dans la connerie rarement atteint, c'est que le mec évidemment a vu, lui s'est pas occupé si le mec il était blanc, il était raciste ou il était pas raciste, par simple instinct humain de compassion, il a pris la jambe du mec et puis il l'a tiré pour qu'il aille respirer un air plus sain. Et puis donc, au bout de, je sais pas, peut-être 5-10 minutes, il a repris ses esprits et il lui a juste sauvé la vie. Et ce connard-là, si vous voulez, en nous racontant cette histoire, il nous disait froidement, je reste raciste. Alors, je serais tentée de vous dire, ce serait simplifier un peu les choses que de prétendre que le mot raciste et con relève du synonyme. Ce serait un peu simple, évidemment, sachant que la connerie offre un éventail d'éventualités beaucoup plus large que le racisme. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, ça laisse songeur sur la nature humaine. Ça laisse songeur. Quand on se retrouve sur un lit d'hôpital et puis qu'on va claquer, hein, qu'on est en danger de mort, ça nous arrive tous. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai mis au monde ma fille aînée. On a cru vraiment que j'allais claquer et puis aller avec, quoi. Bon. C'est une femme qui m'avait opérée à l'époque, césarienne en urgence et tout, à laquelle j'étais pas du tout préparée psychologiquement, donc c'était vraiment. je revois les plafonds hein, au pavillon mère et enfant à Charles-Nicolle qui défilaient, ils couraient avec le brancard, accouchement déclenché, ça fonctionnait pas, je montais à 18 de tension, je redescendais à 10 en 1 minute, enfin bref, la grosse cata, quoi. Donc, vraiment la cata. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça où vous êtes potentiellement en train de claquer, franchement, est-ce que vous croyez une seule seconde que quelqu'un de normalement constitué va se poser la question si la personne qui va tenir le scalpel est noire et français de souche ou pas, s'il a une origine immigrée ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, j'ai appris après que c'était une femme qui m'avait opéré, donc j'ai eu juste 10 centimètres sur le pubis. Enfin, pour une toute petite crevette d'1,9 kg, c'était largement suffisant. Hein. Elle va bien, ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé une fois qu'elle était sortie de mon ventre, mais n'empêche qu'on a quand même eu des pépettes, quelque chose de bien. Bon, bref. 10 ans avant, ils sauvaient soit la maman, soit le bébé, mais surtout pas les deux. Alors ils étaient super contents d'avoir sauvé les deux, et moi la première, et nous les premiers, évidemment. Mais je veux dire, alors attendez, parce que ce qui est interpellant, j'ai entendu dire, figurez-vous, que Jean-Pierre Pernaut aurait un cancer. Alors, je compatis. En tant que Française de souche, je compatis, franchement. C'est dommage pour lui,
il aurait été mieux de ne pas avoir de cancer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il aurait un cancer. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit une simple rumeur qui court uniquement pour essayer de contrebalancer une énorme connerie qu'il ait dit ce jour-là. C'est une théorie, c'est une possibilité qui est à étudier, qui est à prendre au sérieux. C'est une hypothèse dans la communication des médias qui est tout à fait recevable. Tout à fait recevable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'avoir un cancer et de lutter contre un cancer rend nécessairement plus intelligent? La réponse est non, absolument pas. On peut avoir un cancer, se battre contre un cancer et rester toujours aussi con. Ça, c'est une certitude. Je ne vois pas quoi rajouter à ça. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir, dans l'hypothèse où ça serait vrai. Dans l'hypothèse où ça serait faux, par contre, ce serait intéressant de connaître de qui serait partie cette rumeur, hein, et dans quel objectif surtout. Voilà. Alors, moi, je trouve... c'est quand même bizarre, parce que quel que soit l'endroit où je me trouve, hein, bon, c'est vrai que quand je vais à Paris, si vous voulez, je traîne plus du côté de Saint-Denis, c'est clair, hein, que dans les beaux quartiers. Je suis désolée, c'est ma nature un peu qui veut ça, et puis les centres d'intérêt. Moi, si vous voulez, les beaux quartiers à Paris, où vous avez des portails qui font l'épaisseur des murs, avec je sais pas combien de vidéosurveillance et tout, moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Je suis désolée, c'est pas ma nature, c'est pas ma façon de voir. Peut-être qu'un jour, j'habiterai dans ce genre de choses pour une raison X ou Y, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est pas dans ma façon d'envisager le monde et d'envisager ma relation aux autres, c'est pas conforme à mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc c'est vrai que statistiquement, moi qui ai un sens de l'orientation particulièrement mauvais, pour peu qu'en plus on manipule mon GPS afin que je me paume le plus certainement possible, ce qui arrive à intervalles réguliers, à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, statistiquement, c'est vrai, assez souvent, c'est un immigré. Pas toujours, mais assez souvent. C'est absolument jamais arrivé, d'une part, qu'il soit désagréable, deuxièmement, qu'il ne me renseigne. Ça n'est jamais arrivé. Et ce ne sont que des gens, tenez-vous bien, qui ne me connaissent absolument pas. Et qui ne savent absolument pas tout ce que je trifouille sur le plan politique ou sur Internet. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on essaierait de vous faire passer pour des démons et pour des diables, des gens qui ne sont pas responsables de la couleur de leur peau, qui ne sont pas responsables de la culture dans laquelle ils sont nés, qui ne sont pas responsables non plus du contrôle aux faciès qu'ils subissent à intervalles réguliers, parce qu'ils ne sont pas blonds. Hein. C'est vrai qu'on ne me demande jamais ma carte d'identité, hein. C'est dingue quand même. En tant que Français de souche, c'est Philippe Catherine qui a fait une chanson sur le sujet. C'est super, c'est une super idée. Mais quand même, c'est dingue, quoi. Il y a des gens à qui on demande tout le temps les papiers et il y a des gens à qui on les demande jamais. C'est quand même incroyable, quoi. Je dis, hé Minette, arrête de te faire les griffes sur le fauteuil. C'est très, très bien. Très bien. Voilà. Enfin, donc, bah oui, il suffit pas d'avoir un cancer pour devenir quelqu'un de respectable. Hein. On peut très bien lutter contre un cancer et persister à être un gros con. Hein. Je veux dire, c'est pas incompatible hein, du tout. Hein. Alors c'est intéressant, ça va être intéressant de savoir si ça relève de la rumeur afin d'appeler une forme de compassion envers Jean-Pierre Pernaut, ou si il a vraiment un cancer et qu'il lutte contre un cancer. Si tel est le cas, je lui souhaite de s'en sortir. Si par la même occasion, si vous voulez, le fait de chercher à s'en sortir, il peut devenir moins con, qui sait, dans le cadre des soins qui vont lui être prodigués pour son cancer, il y aura peut-être des immigrés qui vont lui tenir la main, s'il souffre trop, vous vous rendez compte? Il y a des immigrés peut-être qui travaillent dans la clinique privée qui le soignent. Bon, vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire. Une clinique privée qui embauche des immigrés. Attention, ça doit exister, hein, méfiez-vous. Que dire? Moi, je suis consternée, quoi, voir ça. Alors attendez, il y a quelqu'un qui a mis sous les commentaires dessous, je suis français de souche et je suis fier de l'être.
Alors ça me fait beaucoup rire aussi. Moi, si vous voulez, je suis française de souche. Franchement, j'en tire aucune fierté, quoi. Aucune. Je suis désolée, hein, mais alors aucune fierté. Je ne tire non plus aucune fierté particulière d'avoir épousé, il y a plus de 30 ans, quelqu'un qui était 50 polonais. Non plus, non plus. Enfin, c'est comme ça. Moi, quand je tombe amoureux d'un mec, si vous voulez, amoureuse, pardon, d'un mec, je me fous pas mal de connaître son arbre généalogique, tout. Je veux dire, je m'entends pas. Je veux dire, je vais pas lui demander un cariotype non plus. Je vais pas lui demander si dans ses gènes il y aurait une tare quelconque. Non, je fonctionne pas comme ça. Je suis désolée, hein. C'est comment vous dire? Mais ce qui est intéressant sur le plan philosophique, par contre, c'est de se poser la chose suivante, la question suivante. Est-ce qu'on peut prétendre être fier de quelque chose dont on n'aurait absolument aucune responsabilité? Je vous explique. Moi, je suis fille d'agriculteur. Je suis fière d'être fille d'agriculteur, c'est vrai. Mais si je suis fière d'être fille d'agriculteur, par contre, c'est pour des raisons peut-être qui vont surprendre. Il suffit pas d'être propriétaire terrien. Là, mon père est décédé depuis un certain temps. On va pouvoir bénéficier, j'espère bientôt, de ma part de succession, etc., avec mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'on peut être fier d'appartenir à une catégorie sociale si quelque part on n'y travaille pas ou si on ne le met pas en valeur d'une façon ou d'une autre? Pas nécessairement sur le plan professionnel d'ailleurs, ce que je fais depuis des années. Moi, je suis fière d'être une fille d'agriculteur parce que mon père élevait des cochons. Comme la dame qui a fait le livre dont on n'est pas couché, je vous recommande d'aller revoir, c'est samedi. Mais moi, je me souviens de mon père quand il élevait ses cochons, quand il travaillait dur, quand il arrivait, par exemple, dans la maison avec 3 petits cochons dans les mains et qui nous disait merde, ils sont complètement isolés de la nichée, ils vont pas téter, je sais pas s'ils vont s'en sortir. Il ouvrait le tiroir aux chaussons sous le poêle et il mettait les 3 petits cochons et il me disait bah, avec la chaleur du poêle, peut-être qu'ils vont s'en sortir. En général, ils claquaient quoi. Parce qu'il y a une sélection naturelle qui s'opère. Ils n'allaient pas téter, ils ne pouvaient pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ce genre de choses que je suis fière d'être la fille de mon père. Quand la politique agricole dans les années 60-70 incitait tous les agriculteurs à faire tomber tous les pommiers, à raser tous les talus dans le pays de Caux et à bousiller complètement avec le remembrement la totalité du paysage, et que mon père disait mais oui, il suffisait de toute façon qu'on lui fasse miroiter une subvention pour qu'il leur fasse ça, quoi, pour qu'il leur fasse un doigt d'honneur. Partout où tout le monde bouchait les mares, lui il en ouvrait, quoi. C'était gros comme ça, voilà. Il a jamais supporté qu'on lui dicte sa façon de faire. Bon. C'est pour ça que je suis fière d'être la fille de mon père. C'est pas uniquement parce qu'il était agriculteur, mais de façon plus élargie, je me demande si on peut revendiquer d'être fier de quelque chose dont de toute façon on n'a aucune responsabilité, quoi. C'est une question purement philosophique là que je vous pose. Être fier d'être français de souche, je trouve ça d'une connerie rarement atteinte. Excusez-moi, hein, franchement. Ça veut dire quoi? Je veux dire, à quoi ça rime d'être français de souche si c'est pour briller par sa connerie? Hein? C'est n'importe quoi. Je sais pas. Je, je, je- j'essaie de chercher, hein, mais je trouve pas. Je suis désolée, hein. Voilà. Ce sera tout pour le sujet aujourd'hui. Hein. Mon rétablissement, Jean-Pierre Pernaut, dans l'hypothèse où son cancer serait une vérité. Bon rétablissement. J'espère qu'il ne sera pas trop regardant sur la couleur de peau de celui ou celle qui lui tiendra la main. Connerie, il n'y a pas de limite.